Depuis 40 ans, Patrice Franceschi explore le champ des possibles. À pied, à la rame ou à la voile, il est de ceux qui partent, sans trop savoir ce qu'ils vont découvrir, sans trop savoir quand ils vont revenir. Entre deux aventures, il raconte les photos de sa vie d'homme libre, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Patrice Franceschi, dans votre jeunesse plutôt, hein? Dans le début. Dans le début. Dans l'enfance même. Exactement, vous connaissez le principe de l'émission, hein? Ouais. On va suivre toute votre vie à travers les photos marquantes de votre vie, justement. Des photos qu'on a agrandies, là. Vous les avez jamais vues comme ça? Jamais vu comme ça, et elles prennent une autre dimension, effectivement, parce que, sans entrer dans la nostalgie ni rien, moi je suis quelqu'un qui essaye, et je pense que c'est le secret de la vie, de vivre dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le passé, le présent et l'avenir. Les gens oublient que si on ne vit pas dans ces 3 temps qui nous sont donnés, finalement, on perd beaucoup de choses. Le présent, il se construit à partir des racines de ce qu'on a fait dans le passé, que je vois là, par exemple, surtout la dernière photo, pour mieux construire les séquences à venir. Vivre dans les 3 temps, vivre dans la vie éternelle, c'est un des secrets de la vie. Vraiment. Commençons à l'origine, allez, on commence J'ai là. pas de nostalgie particulière, mais quand même, pour moi, c'est un moment d'émotion, parce que c'est mon grand-père, le père de mon père, Pierre-Félix Franceschi, dans notre village, celui de mon père, qui est Pancarac. Voilà. Et derrière, c'est mon frère, le numéro 2, Philippe, et le numéro 3, Didier. On était 5 frères. Et, Vous êtes né à Toulon, vous, on Patrice? est tous nés par hasard, du fait du métier de mon père qui était Militaire? On est Général, tous nés- général, hein, votre papa. qui a terminé général. On est tous nés par hasard, et 3 à Toulon, qui étaient les lieux d'embarquement à cette époque-là, pour les troupes coloniales qui allaient évidemment essentiellement en Afrique. Et quand je vois mon grand-père, aujourd'hui, il est mort, j'avais 15 ans, et j'ai pas eu le temps de lui parler. C'est très important de parler aux vieux tant qu'il est temps, et quand on a la malchance de les perdre trop tôt, c'est comme ça, mais quand on a la chance de les garder longtemps, il ne faut pas oublier de parler avec les anciens. Là, on est en 1960. 60, je pense. Entre 60 et 66, vous allez y aller pratiquement tous les étés à Pancarac. Oui, même avant, on y allait régulièrement, mais je n'en ai pas gardé les souvenirs. Mais Pancarac, c'est le lieu où, bien qu'on soit expatrié la plupart du temps, s'ancrait toute la famille. Pas seulement mon père, mais il avait aussi 7, 8 frères et sœurs, qui avaient tous des enfants. Et c'était de toute façon, quoi qu'il arrive, au moins une fois par an, parce que tout le monde était à l'étranger, le regroupement familial à Pancarac, bien sûr. C'était très important. Tiens, un autre groupement familial, mais avec les 5 frères. On est où, là? Alors là, on est l'année on doit être en 63. 63, là, oui. On est justement dans l'un des lieux de garnison de mon père au Sénégal. Et ça, c'est la plage de Ngor, voilà, avec moi, Patrice, Philippe, Didier, Lionel et Eric. Voilà les 5 frères, les 5 doigts de la main. C'était comme ça. 5 doigts de la main, unis. Comment on peut qualifier votre éducation? Parce que sur ces 5, il y en a 4 qui vont prendre le chemin paternel, qui vont devenir militaires. Oui, on a tous. Sauf vous. Mais j'y suis passé quand même, bien sûr, mais pas de manière permanente, d'une autre manière. Moi, j'ai toujours voulu avoir un pied dedans et un pied dehors dans les systèmes. Si on veut vivre libre, il ne faut pas rentrer dans des systèmes. Si on est totalement hors des systèmes, cette liberté, on ne peut pas l'exprimer autant qu'on le veut. Donc, c'est une adéquation et une façon de vivre un peu en marge. Vous étiez déjà un petit peu en marge de vos frères et sœurs quand vous étiez petit ou pas? Je pense un peu. Pas à cet âge-là, forcément. Pas encore. Et à cet âge-là, peut-être alors un peu plus après, là. Là, Voilà. on est au Sénégal. On est, je pense, l'année d'après celle-ci, ou à peu de choses près, on doit être en 64. Vous êtes habillé en scout. On est louveteau. Ça, c'est une sacrée Il formation. y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. C'est comment on peut, sans perdre son individualité, la fondre dans un collectif, avec des buts collectifs. Comment finalement on découvre le monde à pied. C'est comme ça que ça se passe. Et enfin, comment on vit en communauté. Et comment il n'y a pas d'antinomie entre la discipline personnelle ou acceptée et la liberté complète de choisir son propre destin. Ce sont des leçons qu'on apprend à ce moment-là, mais qu'on ne mesure pas à ce moment-là. Il faut ensuite toute une maturité. Vous savez, la vie, c'est une longue maturité de l'esprit vers, comment dirais-je, la compréhension des choses. La maturité de l'esprit, on la verra dans la 3e pièce. Restons un petit peu dans le monde un petit peu du rêve, parce qu'à l'époque, dans votre chambre, eh bien, vous avez une map monde un petit peu comme ça. Vous lisez beaucoup, le Club des 5, vous nourrissez énormément. Normalement à cet âge-là. Ouais. Et ça, vraiment, ça vous fait travailler. Ça me dit une chose, déjà à l'époque, à la même époque ça, j'ai 10 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est que finalement, il faut vivre comme dans les livres. C'est plus intéressant que de vivre comme ce que l'on voit autour de soi. Et c'est là, à cette époque-là, que je décide, pas encore formellement comme ça, que je serai à la fois écrivain, écrire tous les livres possibles et imaginables,
et aventurier toutes les aventures possibles et Ça se imaginables. joue là, à cet âge-là. C'est à ce moment-là, Et dans là- les lectures, à cet âge-là, dans les lectures et dans les cartes. Les cartes, vous la regardez, cette map monde, et vous cochez, vous dites j'ai envie d'arriver là un jour j'irai là, J'irai partout. j'irai partout. Mais vous n'avez pas commis cette erreur, justement. Enfin, Non, il ne faut pas après être un sprinter de un méridien. sprinter de méridien. Comme je dis, parce Oui. que l'intérêt de rester longtemps partout fait qu'à papa, on ne peut pas aller forcément partout. Mais l'idée de base, c'était que le champ de la vie, c'est ça. Le champ de la vie, c'est ça. Ça, c'est toutes les possibilités, toutes les facettes géographiques, mais aussi intellectuelles que la vie peut vous donner et qu'il ne fallait pas s'en priver. Ce n'est pas encore formalisé à cet âge-là comme ça, mais c'est déjà en train de se fabriquer. Sauf qu'il y a encore l'autorité paternelle à cette époque-là, hein, l'autorité paternelle qui ne veut pas trop que vous soyez aventurier, qui ne veut pas trop que vous écriviez des livres. Parce que Et donc c'est pas un métier. Parce que c'est pas un métier, donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre sac à dos et vous partez ici, en Guyane. Vous avez 17 ans, vous fuguez. Je fais une fugue. Vous Je fuguez. décide, je ne suis pas encore majeur, la majorité d'ailleurs à l'époque était à 21 ans. On est en 73-14. Oui, 73, 74, exactement à la charnière. Je dis, bon, maintenant, je sais ce que je veux faire, l'écriture et l'aventure. Il n'y a pas la possibilité de le faire normalement, puisque c'est interdit et que ça n'existe pas. Donc je vais sauter hors des rails, et là c'est une fugue. On laisse une lettre sur une table, et on s'en va, on s'enfuit. Et la première destination, c'était effectivement la Guyane française. Vous restez, vous faites Guyane, Brésil, et là, en 74 au Brésil, vous apprenez justement qu'il y a un nouveau président qui est élu, et que vous êtes majeur, vous avez 18 ans. Et là, eh ben, vous rentrez. Vous êtes majeur, je suis libre. Voilà, j'embarque sur un cargo brésilien à Santos, le Petropolis, j'arrive À Paris, puis vous à arrivez Brest, je descends, je retourne en Corse. Corse. Et, Et là- je retrouve mon père, ma famille, Et puis là, et là je suis majeur. Et maintenant, j'ai envie Et de d'ailleurs, mon partir. père à ce moment, il comprend. Oui. Ma mère aussi, tout le monde comprend que bon, ben voilà, c'est une vie tout à fait à la fois incertaine, mais j'aime l'incertitude, dangereuse, mais j'aime le danger, risqué, j'aime le risque. Mais en tout cas, c'est celle qui va me forger. Et que ce premier voyage, pas encore initiatique, ça sera un peu plus tard, dans les difficultés à 20 ans du Congo, en tout cas, il est déjà l'étape qui fait que j'ai envie de m'approprier ma vie, d'en être le propriétaire réel et d'en faire ce que j'ai envie de faire. Littérature et aventure. Et l'année suivante, Exactement, elle est là. L'année suivante, j'ai 20 ans, et ça va être le Congo, le Nord Congo. Les Pygmées, avec 3 camarades, qui va être en fait la grande aventure initiatique, où on va vraiment, normalement on n'aurait pas dû rentrer. Et ça va être une très grande leçon, et c'est l'aventure initiatique qui va vraiment nous forger tous les quatre d'ailleurs, parce que dans les mois que nous avons passés au Congo, d'abord avec les Pygmées, puis tentant la jonction entre les rivières, Sangaé ou Bangui, je vous en parler, dans la cuvette congolaise, ces marais, en saison des pluies, là on n'a encore que de l'eau jusqu'ici, mais dans les semaines qui viennent ça va monter. Ça a été comment de jeunes garçons, certainement très dynamiques, très imaginatifs, mais sans aucune expérience, découvrent qu'ils vont y rester, ils risquent d'y rester, ils auraient dû y rester, parce qu'ils n'avaient pas finalement encore l'expérience nécessaire pour le niveau qu'ils avaient voulu Exactement, projeter. vous avez vu trop grand. Mais moi, ce qui m'intéresse sur Mais cette ça nous photo, a forgé. Patrice, ce qui m'intéresse sur cette photo, l'aventure, on va en parler dans la pièce d'à côté, c'est que là, vous êtes déçu par les Pygmées. On a une photo aussi, l'année d'après, vous allez à la source du Nil. Vous êtes déçu par la source du Nil. Alors- Cette vie que vous avez rêvée dans les livres, finalement, quand vous êtes confronté à la réalité, elle est décevante, la vie. Non, c'est pas le mot déception d'ailleurs que j'emploie. C'est la mise en adéquation. On pense des choses, voilà comment tout le monde a un imaginaire sur comment sont les sources du Nil, comment vivent les Pygmées. Et puis l'intérêt de la vie et de la confrontation dans le monde réel, c'est de dire c'était comme ça, ou ça ne l'était pas, ou c'était différemment. Il n'y a pas de déception dans la découverte de la vérité. Ou s'il y a déception, mais ce n'est pas mon cas, elle est juste très rapide. C'est dire, tiens, c'était pas comme ça. Mais au contraire, le voyage, l'aventure, la vie, en général, doit nous servir à nous dire où est la vérité. Parce qu'il n'y a que 3 questions, si je peux me permettre à partir de là, je comprends. 3 questions intéressantes dans la vie. Si on veut devenir mature et sortir de la vie meilleure qu'on y est rentré, c'est le monde, comment ça marche? La vie, au fond, c'est quoi exactement? Et les autres, c'est qui précisément? C'est ça qui rend la vie intéressante. Et si, à un moment donné, quelque chose ne correspond pas à ce qu'on s'imaginait avant, tant mieux la limite, on est dans la vérité. L'écrivain cherche la vérité, comme l'homme libre. Eh bien, votre recherche de la vérité, on va aller la trouver dans la pièce d'à côté si vous le voulez bien. On va voir un petit peu ce cheminement. D'accord? D'accord. Allez, venez, Patrice. On va voir la suite. Allez, Patrice, la séquence mise au point D'accord. sur cette vie d'aventure que vous avez décidé, donc. Mais vous allez vous laisser guider. Hein, je vais projeter des photos Je suis avec et vous allez réagir. Et tiens, D'accord. la première, c'est celle-là. Là. C'est Place de la Nation. Ouais. Avant de partir dans les aventures, vous avez un petit studio là à l'époque. Qu'on partage à plusieurs. Et c'est là, dans un studio là-dedans,
que va se construire à partir de rien. On n'avait rien, on n'avait ni argent, ni relations, ni carnet, rien. La première expédition au Congo, en 1975, et qui va être notre expérience initiatique, à moi en particulier, mais pour le donc c'est là, quelque part par là, avec rien, et qui nous montrait que même de manière ex nihilo, sans rien, on pouvait faire quelque chose. Vous ne demanderez jamais d'argent à vos parents. Non. Et surtout, vous allez tirer de cette austérité un art de vivre et une jouissance à ne rien posséder. Oui, et c'est le début de la vie nomade et d'un choix. Au fond, quand on n'a rien, on peut tout risquer et réinventer sa vie tous les jours, et que c'est un grand piège, je pense, dans la vie, que de vouloir posséder, d'un point de vue matériel. Ce qu'il faut posséder, c'est les actes que l'on fait, et nous ne sommes au final que la somme de nos actes, et enfin être fécond, pour un écrivain, donc de construire sa propre œuvre en parallèle, et pour ça on n'a besoin de rien. Alors les actes justement, on va commencer vraiment dans le vif du sujet, voilà. Alors là on est où, là déjà beaucoup plus tard. Il faut, oui. On est en fait au tout début des années 80, cette photo doit dater de 81, je pense. C'est la guerre d'Afghanistan, c'est le début, c'est la guerre oubliée aujourd'hui des Afghans contre l'Union soviétique, contre l'armée rouge. En bas, celui qui est accroupi, c'est celui avec qui je vais passer les 12 années suivantes, même par intermittence, un des grands commandants de la résistance afghane, le commandant Mohamed Amin Wardak. Moi, je suis à droite, là-haut. Et c'est le tout début de la guerre et pour moi, de ce que je voyais, de ce que je découvrais, la nécessité de l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter d'être un simple observateur, un simple témoin ou un simple passager de la vie qui passe. Moi, les Afghans m'ont beaucoup parlé dans ce qu'ils étaient, dans leur société, dans ce qu'ils subissaient. C'était vraiment une guerre de résistance contre une oppression. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ça n'a plus rien à voir avec l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et je refuse de retourner en Afghanistan depuis 15 ans, parce que c'est un Afghanistan, celui-là, qui a disparu, et celui d'aujourd'hui ne me plaît pas, et je ne l'aime pas. Et ça a été un grand échec au final, tout ça. Même si eux, et moi avec eux, pendant tout ce temps-là, finalement la guerre a été gagnée contre les Russes. Mais ça va durer 12 ans. 12 ans, ça va durer 12 ans. Je suis arrivé... aventure guerrière. Mais aventure guerrière, c'est le mot. Voilà, en Afghanistan, vous portez le fusil. C'est quelques années plus tard. Ça doit être dans les 80, je ne sais plus très bien. Parce que vous combattez à côté d'eux. Vous ne faites pas qu'il y a de l'amitié. Je vais vous dire, un engagement, il est ou il n'est pas. Ils ne sont pas à moitié. Donc, je suis arrivé juste avant la prise de Kaboul par les Soviétiques, les hasards de la vie, et je m'étais promis, comme je l'avais promis aux Afghans, que je ne me désengagerais que quand Kaboul serait libéré. C'était libéré en 92, au mois de mai 92. Et pendant toute cette période-là, j'avais dit aussi, je conserve ma vie, mes livres, tout cela, et donc je suis là par intermittence, mais je suis là tout le temps. Voilà. Et quand j'y suis pour de bon. Patrice, est-ce que la guerre, par rapport à l'aventure, le Congo, le Nil, est-ce que c'est pas là où vous vous réalisez enfin, où vous mettez en adéquation? C'est une question quand même que vous avez dû vous poser. Est-ce que c'est pas finalement l'impression de vivre vraiment la guerre aussi? La guerre fait partie de l'histoire humaine. C'est une de ses fatalités. Nous habitons la part protégée du monde. Donc on a oublié depuis 70 ans que la guerre est partout ailleurs. Et que c'est comme ça. Je ne vais pas la juger là maintenant, mais quand j'étais là-bas, là c'était avec le commando Zarba qu'on avait formé, c'était l'équivalent des forces spéciales de la guérilla afghane du commandant Amin Wardak, dans le sud-ouest de Kaboul. Il y avait cette sensation pour moi que si j'avais eu 20 ans en 1940, j'aurais été dans la résistance. Et que c'était aussi ma guerre, parce que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Que le commandant Amin Wardak, les tribus Wardakis, c'était mes amis, plus que ça. Amin Wardak était mon frère de sang, sur le code du Pashtun-Wali. Je ne peux pas vous raconter là toutes ces années d'engagement et de guerre, mais il y avait pour moi la nécessité d'aller jusqu'au bout de ces idées. Et si la liberté est vraiment, dans le secret du bonheur, l'adéquation permanente et constante entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, j'étais très heureux. Mais, à un moment, vous vous apercevez que ces expéditions, effectivement, bon, c'est, entre guillemets, c'est bien beau, mais il y a quelque chose d'autre qui vous pousse à cette époque-là, et c'est avec cet homme-là que vous le faites. Alors, l'action humanitaire a été aussi l'une de mes vies, a duré une vingtaine d'années. En ONG, mais aussi avec Kouchner, sur l'île de Lumière, ou ici, en Somalie, entre 1992 et 1993, à l'époque où il y a eu ces grandes opérations militaro-humanitaires, enfin tous ces grands cirques dont on pourrait dire beaucoup de choses.
Mais cette mission donc, que m'avait donnée Bernard Kouchner, qui à l'époque était ministre de l'Action humanitaire et des droits de l'homme, etc., en Somalie, a été aussi un moment intense parce qu'il y avait une immense famine là-bas et que la mission, à l'époque, et pour moi c'est aussi un combat, il n'est pas du tout antinomique de celui de la guerre. C'en est un autre. Il faut répondre aux situations par les meilleurs moyens, était de combattre cette famine et de faire en sorte qu'une fois que la France était intervenue, il n'y ait plus de famine. Et ça a été 7 mois dans cette guerre qui était la pire, pas la pire que j'ai connue, mais en tout cas celle qui était la plus sale. Nous avons quand même gagné. C'est-à-dire qu'au bout de 7 mois, la famine épouvantable qu'il y avait à mon arrivée, au mois d'août 1942, avait été jugulée. C'était des centaines de milliers de morts, des spectacles inouïs. Je pouvais me dire à l'époque, j'avais peut-être dans ma vie vu plus de morts que de vivants. Donc c'est une autre facette de l'engagement. Exactement. Et encore une fois, votre vie, comme vous dites, c'est action et liberté, parce que suite à ça, Patrice, il y a cette personne qui vous appelle dans son gouvernement. Et là, soudainement, vous devenez moins un homme d'action. On vous met dans un bureau, vous travaillez, c'est Lucette Michaud. C'est Lucette Michaud, oui, bon, on va passer vite si vous le voulez bien, mais dites-moi quand même. Simplement, ça ne correspondait plus dans l'action à ce qui avait été un peu avant. À l'époque, elle était ministre déléguée aux droits de l'homme et l'action humanitaire. Elle avait succédé à Kouchner, changement de gouvernement. J'étais resté, elle m'avait demandé de revenir et rester avec elle, mais ces expériences de cabinet ministériel et d'action étaient pour moi extrêmement formateurs. J'en ai tiré des leçons inimaginables sur comment fonctionne le pouvoir, et il ne fonctionne pas bien. Et si aujourd'hui on en est où on en est, c'est parce que ça fait longtemps que ça ne fonctionne pas comme il faudrait que ça fonctionne. Et j'ai donc démissionné au bout de 6 mois. Voilà. Pour reprendre vos aventures, alors reprendre mes engagements, mes aventures, mes écritures, parce que tout ça est mêlé, en fait, fait partie de la même chose et est absolument inséparable d'une vision de la vie complète. Voilà. On verra tout à l'heure ça dans l'autre pièce, justement. Et là, c'est un peu plus récent. Très récent. Vous continuez là. Nous sommes au Kurdistan syrien. Ça devait être il y a un an ou deux ça. Les Kurdes sont, pour moi, une de mes autres causes dans laquelle je me suis farouchement engagé depuis le début. Et ça, c'est à une époque, ça va faire il y a au moins 3 ans, où leur combat contre l'État islamique, pour la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité et le respect des minorités, était encore vraiment inconnu. Était quelque chose dont à laquelle personne ne voulait croire, qu'ils allaient construire au Moyen-Orient un État de ce type-là, et qui nous serait amical et favorable. Et là, c'était au tout début où j'essayais en même temps de sensibiliser l'Occident au combat de ses filles et de ses garçons pour leur liberté, leur égalité, et au fond, le même type de démocratie que nous avons ici. C'est une révolution là-bas, dans laquelle je suis toujours impliqué, exactement, en permanence, qui est pour moi une grande exaltation, une grande source de connaissances aussi, d'apprentissage et de leçons que ces gens-là nous donnent sur ce qui vaut et ne vaut pas d'être défendu. Et ce pourquoi on est prêt à mourir. C'est des gens qui sont... et ces filles et ces garçons derrière, qui ont une vingtaine d'années, qui payent un lourd tribut encore maintenant devant Raqqa, la capitale de l'État islamique, qui va tomber dans les mois qui viennent. On paye un tribut très lourd, très très lourd, sont morts et mortes en grand nombre, aussi pour notre liberté, notre défense à nous, parce que ce sont aujourd'hui des guerres mondialisées qui nous concernent tous. Ça, ce sont des photos de votre vie que vous maîtrisez plus ou moins. Ce que je vous propose maintenant, c'est de changer de pièce, parce qu'on n'a pas vu la partie livresque de votre existence. Et on va parler des photos que vous maîtrisez moins. Celle quand on tape votre nom sur Internet, qu'est-ce qui sort? C'est là-bas que ça se passe. On va voir. Allez, venez. Donc, Patrice, séquence sur-ex ou sous-ex. On tape votre nom. D'accord. Et qu'est-ce qui sort spontanément? Vous vous en doutez ou pas d'ailleurs? Oui, un petit peu quand même. Ça vous dit quelque chose? La jonque la boudeuse. Il y a la jonque la boudeuse. Les premières grandes aventures maritimes, c'est 98, 19, 2000, ça. Puis la jonque, elle va couler. Vous allez couler avec d'ailleurs. Naufrage, ouais. Vous allez faire naufrage. Puis vous allez repartir avec une nouvelle boudeuse. Voilà. D'un naufrage peut sortir un plus grand bien. Comme avait dit Zénon de Citium, fondateur de l'école stoïcienne, j'ai fait un heureux voyage en faisant naufrage. Et le dragon que vous voyez peint sur ce 3-mâts occidental, 3-mâts suédois, c'était pour signifier que l'âme de la jonque, qui était une jonque chinoise, qui avait ce dragon sculpté et peint sur sa coque,
avait migré finalement dans ce nouveau navire pour la même continuité des choses. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans ces deux navires, c'est que vous allez à la rencontre d'autres civilisations, et c'est sur ce navire qu'il y a ce point de rencontre, en fait. On le voit. Dans ce navire, il y a des papous qui viennent. Les peuples du monde entier sont croisés dans le carré. Exactement. C'est quoi? C'est du un navire. ambassadeur, ce navire. C'est un point de jonction entre les civilisations de ce monde. Il voulait prolonger cette idée née au siècle des Lumières en France, avec Bougainville, premier navigateur français à avoir fait le tour du monde sur un bateau qui s'appelait la Boudeuse. C'est très symbolique tout ça, il y a une charge émotionnelle et symbolique très importante, que la connaissance du monde, pour répondre aux 3 questions dont je parlais tout à l'heure, pouvait avoir encore lieu, même dans une époque où la mondialisation, quoi qu'on en dise, est une mondialisation mercantile. Tout devient marchandise, mais qu'il pouvait y avoir encore des gens qui, voulant conserver une forme de liberté oubliée, pouvaient continuer, et c'est très révolutionnaire en fait dans l'esprit, à ne pas avoir que des idées mercantiles. Et que l'intérêt qu'on peut porter aux autres, en cherchant derrière les différences, les ressemblances qu'il peut y avoir, c'est encore quelque chose d'intellectuellement fascinant. Et littérairement très romanesque. Avant d'arriver au livre, Ouais. vous étiez sur la mer, espace de liberté totale, la mer. Et paradoxalement, vous avez fait le tour du monde en ULM et vous vous êtes rendu compte que les airs, c'est pas un espace de liberté, c'est la liberté administrative. Comme aviateur, j'avais 30 ans, je voulais faire un exploit aéronautique qui n'avait jamais été fait, le tour du monde en ULM. Et je m'étais aperçu, entre autres, non seulement que je ne faisais pas le tour du monde en ULM en réalité, mais je faisais en ULM le tour du monde des peuples, et que de surcroît, l'espace aérien n'était pas aussi libre que je pouvais le penser au départ. L'espace maritime, malheureusement, va dans le même sens. Allez, tiens, je l'ai promis, la partie Ouais. ivresse, c'est Mais inséparable de votre vie. C'est absolument inséparable. L'aventure, et c'est consigné par écrit. Alors, il y a effectivement des récits, avant la dernière ligne droite. Ce sont des C'est mémoires votre intermédiaires. autobiographie. Magnifique livre, Patrice. Merci. C'est pas de la flagornerie, vraiment. Merci. Vraiment. Le Goncourt de la nouvelle avec première personne du singulier, magnifique livre aussi. Merci. Donc des nouvelles et puis un roman. Quoi Alors, qu'il en non, soit, il y a on va pas pas mal de romans, mais il y a là, pas vous avez mal. choisi J'en celui ai qui se choisi passe en 3. Corse. Exactement, c'est pour ça, parce que celui-ci, L'homme l'homme de de Verdigi, Verdigi, ça se passe en Corse. ça se passe en Mais Corse. on va parce qu'il y en a beaucoup de livres. Moi, en vous lisant, j'ai l'impression que ce soit le récit, la nouvelle, le roman, vous vous interrogez intérieurement. C'est une quête intérieure, votre aventure, la façon d'écrire. Vous parlez de vous. Vous parlez de vous. J'essaie de parler de la seule chose qui, à mes yeux, est intéressante en littérature, c'est au moins toujours un aspect de ce qu'est notre condition. Et de sortir de l'étroitesse des possibles de la condition humaine. Il n'y a que ça d'intéressant en littérature, à mes yeux. Sinon, on fait des choses plus superficielles, moins profondes. Je pense que qu'est-ce qui fait la nature humaine par rapport à la nature animale? C'est notre raison, l'exercice de notre liberté et le fait que nous sommes la somme de nos actes. Et l'interrogation pour arriver à tout cela est essentielle. Si vous ne vous interrogez pas sur vous comme sur les autres, sur la vie, sur tout ça, vous ne faites pas grand-chose. Il ne faut pas traverser la vie comme un passager sans apprendre et sans comprendre. Complètement. Vous vous Et interrogez. la littérature, c'est ce qui permet d'être fécond. La fécondité est très importante. Un écrivain, qu'est-ce qu'il veut faire? Si ce n'est construire une œuvre, quelque chose qui reste. Et la fécondité d'une vie, c'est la question que tout le monde devrait se poser. Au fond, qu'est-ce que je fais là, sur Terre, pendant un laps de temps assez court? Et je n'ai pas le droit de perdre ce temps. Et d'en faire quelque chose, c'est très important. Vous l'avez trouvé la réponse. Ça sert à quoi l'aventure? L'aventure, elle nous sert à une découverte du monde, de soi-même, des autres, de répondre aux questions essentielles de la vie. Et c'est une matière, pour moi, en tant qu'écrivain aventurier, une matière fondamentale de l'expression littéraire qui vient ensuite. Il faut que chaque expérience soit transformée en conscience. Les gens qui voyagent, ou qui vivent l'aventure, et qui ne reviennent qu'avec des anecdotes, ne sont pas allés assez loin dans la transformation de ce qui leur est arrivé en une conscience de ce qu'est le monde, la vie, les autres, et à quoi tout ça, ça sert. Voilà. Justement, tiens. Mike Horn. Quand on tape aventurier sur Google aujourd'hui, c'est lui qui sort en premier et c'est celui qui a derrière vous, c'est Indiana Jones. Eh bien, Qu'est-ce que un de vous la en pensez? réalité, un de la fiction. Mais est-ce que l'aventure aujourd'hui, c'est pas devenu l'exploit? Est-ce que Alors, vous ça n'a avez pas raison été d'un truc. dénaturé? Alors, complètement. Le tourisme, par exemple, surtout le tourisme dans la massification, qui est un des défauts de la démocratie, est l'antinomie absolue de l'aventure. L'aventure, c'est s'exposer. Le tourisme, c'est se protéger. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a la fiction. Alors, la fiction, Indiana Jones, pourquoi pas? On peut tout Ça vous plaît? imaginer. La fiction, ça vous plaît? Ça vous plaît, c'est très bien. Si l'aventure devient, comme vous l'avez dit, et c'est un de ses défauts aujourd'hui, simplement l'exploit sportif, il lui manque toute la dimension intellectuelle de l'esprit d'aventure. Et ça n'a au fond pas un très grand intérêt au-delà des actes, parce qu'il manquera à tout cela une réflexion sur ce qu'on fait. Si on en reste au niveau des actes, et uniquement des actes, et de l'exploit, et en effet, comme le tour du monde en ULM,
on n'a pas fini la route, on est encore en chemin, il faut aller un peu plus loin. Voilà. Patrice Franceschi, c'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, ce que je vous propose, c'est de faire un petit selfie. Alors je sais que vous avez un vieux téléphone, hein. Vous ne supportez pas les téléphones où on peut vous suivre un petit peu. Je ne veux pas être dérangé en permanence. Vous savez, dans ces affaires-là, il y a une sorte de conspiration contre la vie intérieure, il faut la garder. C'est quelque chose de très précieux. Mais on va faire un selfie, il n'y a pas de problème. En tout cas, on le fait pour nous. Oui, oui, vous le y a verrez pas de peut-être souci. pas, vous. Attendez. Oui, c'est compliqué. Allez, vous mettez à côté, vous souriez. Vous en faites pas souvent, donc si j'ai bien compris. Non. Donc c'est un selfie historique. Voilà. Ben voilà. Merci Merci, infiniment. Bonne continuation à vous. Et vous aussi pour les prochaines émissions. Ben, merci. Merci. À bientôt, Patrice. C'était un vrai plaisir. Au revoir. Merci.